La pluie martelait le sol comme des accusations muettes, et Benjamin, le cœur en lambeaux, fixait le cercueil de Julien qui descendait lentement dans la terre humide du Père-Lachaise. « Tu m'as menti, tu m'as tout pris », avait hurlé la sœur de Julien, sa voix tranchant l'air plus fort que le tonnerre, tandis que les invités, ces ombres hypocrites de la haute société parisienne, détournaient les yeux. Dans ce silence assourdissant, Benjamin sentit son monde s'effondrer, l'amour de sa vie venait de mourir, et avec lui, la vérité qu'ils avaient juré de protéger à tout prix. Paris, cette ville des amours éternels, s'était muée en un labyrinthe de trahison. Benjamin, 32 ans, aux yeux verts hérités d'une mère irlandaise égarée en Normandie, avait rencontré Julien 10 ans plus tôt, lors d'une soirée arrosée de champagne au cœur du Marais. Julien, l'héritier d'une dynastie de parfumeurs, avec ses cheveux châtains en bataille et son sourire qui illuminait les salons feutrés de la rue du Faubourg Saint-Honoré, avait été une étincelle dans la grisaille de la vie de Benjamin. Ce dernier, alors simple graphiste freelance, vivait dans un minuscule appartement du quartier latin, entouré de toiles inachevées et de rêves d'art qui ne payaient pas les factures. Leur premier baiser, volé sous les arcades du Pont-Neuf, avait scellé un pacte, défier le monde, ensemble. Mais l'amour, en France, n'était pas toujours une révolution poétique comme chez Baudelaire. Pour Julien, issu d'une famille où les alliances se nouaient par contrat plutôt que par passion, avouer son homosexualité équivalait à un suicide social. Son père, un colosse du monde des affaires avec une moustache taillée au millimètre, tolérait à peine les écarts de jeunesse de son fils unique. Sa sœur, Élisabeth, une avocate aux ongles manucurés et au cœur de pierre, veillait au grain comme une sentinelle. Benjamin n'était qu'un secret, un amant caché dans les hôtels discrets de Montmartre ou les escapades en Normandie, où il louait une maisonnette face à la mer, loin des regards inquisiteurs. Les années passèrent en un tourbillon de rendez-vous volés et de promesses chuchotées. Julien grimpa les échelons de l'empire familial, devenant le visage charismatique de la marque « Essence éternelle », ses parfums qui sentaient la rose de Damas et le vétiver, évoquant des amours interdites. Benjamin, lui, se contentait de son rôle d'ombre, il dessinait les étiquettes des flacons, infusait ses croquis d'une sensibilité queer qui rendait les publicités irrésistibles. « Tu es mon muse, mon feu secret », murmurait Julien lors de leur nuit torride, leur corps entrelacés dans des draps de soie, ignorant le tic-tac de l'horloge qui les rattrapait toujours. Pourtant, les fissures apparurent subtilement, comme une goutte d'eau érodant la pierre. Julien, sous la pression de son père mourant, épousa une femme en 2018 à un mariage blanc, un arrangement sordide pour apaiser les actionnaires. Sophie, l'épouse trophée, une mannequin aux lèvres pulpeuses et au cœur vide, accepta le rôle contre une pension généreuse. Benjamin, dévasté, envisagea de partir, mais Julien le supplia, « C'est une façade, mon amour. Notre vérité reste intacte. » Ils continuèrent ainsi, Julien oscillant entre sa vie publique et ses nuits avec Benjamin, ce dernier se consumant dans l'attente, un poison lent qui rongeait son âme. Le cancer frappa Julien comme un orage d'été, fulgurant et impitoyable. Diagnostic en 2023, 6 mois de chimio dans les cliniques privées de Neuilly, où les infirmières murmuraient des prières en latin. Benjamin veilla à son chevet, déguisé en « ami fidèle », tandis qu'Élisabeth et Sophie se disputaient les visites comme des lionnes autour d'une proie. « Il est si faible, si vulnérable », confiait Julien à Benjamin dans les rares moments d'intimité, ses mains tremblantes cherchant celles de son amant. Il parlait d'avenir, un coming out posthume, peut-être, ou une fuite aux États-Unis, ce pays des libertés flamboyantes que Julien admirait en secret, biberonné au film de New York où l'amour gay triomphait contre vent et marée. La mort survint une nuit de novembre 2025, sous un ciel étoilé qui moquait la tragédie humaine. Julien s'éteignit dans les bras de Benjamin, un dernier souffle, « Pardonne-moi pour tout ». Les funérailles, 2 jours plus tard, furent un cirque, la presse people guettait les larmes de Sophie, les cousins éloignés affluaient pour les parts de l'héritage. Benjamin, en queue de peloton, observait la scène depuis l'ombre d'un if centenaire. C'est là que l'accusation tomba, comme un coup près, Élisabeth, d'une voix glaciale lors de la veillée, le pointa du doigt devant une centaine d'invités. Ce profiteur. Julien lui a tout donné l'argent, les voyages et maintenant, il ose se présenter ici comme une veuve éplorée? Les murmures s'amplifièrent, un venin qui se propagea. Benjamin n'avait rien demandé, rien exigé. Julien, dans un testament secret rédigé lors d'une rémission illusoire, avait légué à Benjamin une part modeste, l'appartement normand, quelques toiles, et un collier en or gravé, pour toujours. Mais Élisabeth, sentant la menace sur son emprise familiale, contesta tout. Preuve de manipulation, hurla-t-elle au notaire, produisant des emails édulcorés où Julien parlait de « soutien moral » pour masquer leur liaison.
Sophie, complice muette, empocha le reste, la fortune, les usines, les parfums qui embaumaient désormais de mensonges. Seul dans son appartement du quartier latin cette nuit-là, Benjamin noya son chagrin dans un verre de cognac trop fort. Les murs, tapissés de photos floues de leurs escapades à un pique-nique au Luxembourg, une danse clandestine dans un cabaret de Pigalle semblait le narguer. Il repensa à leur dernier voyage, en 2022, à New York, ce rêve américain qu'ils avaient osé. Julien, libéré des chaînes françaises, l'avait emmené au Stonewall Inn, où ils avaient trinqué à la révolution queer. Un jour, on vivra ça ici, à Paris, avait-il promis, ignorant que le destin en déciderait autrement. Les jours suivants furent un cauchemar bureaucratique. Le notaire, un homme aux lunettes pincées, confirma « Rien pour vous, monsieur Lefebvre. La famille a tout bloqué. » Benjamin erra dans les rues pluvieuses, passant devant les vitrines de Galeries Lafayette où les flacons d'essence éternelle scintillaient comme des mensonges. Il croisa Élisabeth par hasard, rue de Rivoli, elle, radieuse dans son manteau de vison, lui lança un regard de triomphe. « Julien méritait mieux qu'un parasite comme toi. » Les mots le transpercèrent, ravivant une douleur qu'il croyait anesthésiée. Pourtant, au fond de lui, une braise persistait. Benjamin décida de se battre, non pour l'argent qu'il n'avait jamais convoité, mais pour l'honneur de leur amour. Il contacta un avocat, un vieux loup du Marais connu pour défendre les causes LGBTQ+. C'est une histoire d'amour, pas de profit, plaida-t-il, étalant les lettres, les photos, les billets de train pour Deauville où il s'était réfugié tant de fois. L'avocat, un certain Marc avec une cravate arc-en-ciel subtile, hocha la tête. En France, l'amour gay est légal depuis 2013, mais les cœurs conservateurs meurent durs. Le procès s'annonçait comme un drame shakespearien, avec Paris pour théâtre. Élisabeth mobilisa les meilleurs plaideurs, dépeignant Benjamin comme un gigolo calculateur, un Américain en herbe ironie du sort qui avait séduit Julien pour son chéquier. Sophie, témoin star, sanglota des mensonges sur un mariage passionné, occultant les nuits solitaires qu'elle passait en boîte avec des amants éphémères. Benjamin, sur le banc des accusés, raconta leur vérité, les rires étouffés dans les parcs, les crises de jalousie quand Julien rentrait tard de dîner d'affaires, les promesses brisées mais renouvelées au lever du soleil. Au milieu de ce tumulte, un allié inattendu surgit, Antoine, le meilleur ami de Julien, un photographe bohème qui avait capturé leur moment volé. « Je sais tout », confia-t-il à Benjamin lors d'un café au Flore. Antoine produisit un journal intime, caché dans un tiroir de l'atelier de Julien, des pages noircies d'encre, confessant l'amour fou pour B, les tourments de la double vie, et une volonté farouche de réparer les torts. « Laisse-moi être ta voix », implora Antoine, ses yeux brillants de loyauté. Le climax arriva lors de l'audience au tribunal de la Seine, une salle aux lambris sombres imprégnés d'histoire. Élisabeth, en tailleur Chanel, déchaîna sa fureur, « Mon frère était vulnérable, drogué par les promesses d'un aventurier. » Benjamin, le cœur battant, se leva pour la première fois. Julien n'était pas une proie. Il était mon tout. Nous avons aimé en cachette parce que votre monde nous l'imposait. Mais cet amour était pur, plus fort que vos coffres-forts. Sa voix, tremblante au début, gagna en force, évoquant les nuits sous les étoiles normandes, les parfums qu'ils mélangeaient ensemble dans l'atelier secret, symbole d'une alchimie queer. Le juge, une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, sembla touché. Mais la trahison finale frappa comme un éclair. Antoine, sous pression familiale, rétracta son témoignage la veille du verdict. « Pardonne-moi, Benjamin. Il menaçait de ruiner ma carrière. » La solitude engloutit Benjamin, il se vit comme un fantôme dans la ville lumière, un amour niais même dans la mort. Pourtant, dans cette descente aux enfers, une lueur humaniste émergea. Lors d'une promenade solitaire le long de la Seine, Benjamin croisa un groupe de militants LGBTQ+, manifestant pour les droits des veuves gays. Inspiré, il rejoignit leur cause, transformant sa douleur en plaidoyer. Des articles parurent dans Le Monde, titrant « L'héritage volé d'un amour interdit ». L'opinion publique bascula, Élisabeth, isolée par le scandale, céda une partie symbolique, l'appartement normand, rénové en refuge pour jeunes artistes queer. Le dénouement, un soir d'hiver venteux, vit Benjamin sur la plage de Deauville, le collier de Julien au cou, face aux vagues qui emportaient les regrets. Pas de fortune, mais une liberté conquise, celle de raconter leur histoire, de semer des graines d'amour authentique dans un sol français encore aride. Paris, impitoyable, avait appris la leçon, l'amour, même trahi, renaît toujours, plus fort, plus humain. Et Benjamin, le profiteur, accusé,
devint le gardien d'une flamme éternelle. La nuit après les funérailles, Benjamin rentra chez lui par les petites rues du VE arrondissement, évitant les artères illuminées où les Parisiens, indifférents à sa tragédie, sirotaient des apéritifs en terrasse. L'appartement, un 2 pièces au plafond haut et au parquet qui grinçait comme des souvenirs, l'accueillit dans un silence oppressant. Il alluma une lampe tamisée, et l'ombre de Julien dansa sur le mur. Oh non, c'était son propre reflet, amaigri par l'éveil et les larmes. Il s'effondra sur le lit défait, serrant contre lui la chemise de Julien, imprégnée d'un reste de vétiver, ce parfum qu'ils avaient créé ensemble lors d'une nuit d'insomnie, mélange d'essence volée à l'atelier familial. Les souvenirs affluèrent comme un torrent. Leur première année, 2015, avait été un feu d'artifice. Julien, fraîchement diplômé de l'ESSEC, organisait des lancements somptueux pour la marque. Benjamin, embauché comme freelance pour les visuels, s'était retrouvé projeté dans un monde de paillettes et de faux-semblants. « Viens avec moi à Cannes », avait-il proposé un soir, après une présentation où leurs regards s'étaient croisés trop longtemps. Le festival du film, avec ses yachts et ses stars, devint leur bulle, promenade main dans la main sous les palmiers discrètes, bien sûr, dîner dans des criques isolées où Julien confessait ses doutes. « Mon père me voit comme son successeur, pas comme un homme qui aime les hommes. Mais toi, Benjamin, tu me fais sentir vivant. » C'était vrai. Benjamin, orphelin d'un père alcoolique et d'une mère partie trop tôt, avait grandi dans les foyers de la banlieue rouennaise, apprenant l'art comme un refuge contre la violence domestique. Ses dessins, chargés d'une érotique subtile, attiraient les galeristes, mais pas assez pour le sortir de la précarité. Julien changea cela, chèque discret pour « frais artistiques », invitation à des vernissages où Benjamin côtoyait des collectionneurs. Étaient-ce du profit? Non, c'était de l'amour, fluide et généreux, comme le vin de Bordeaux qu'ils partageaient lors de leur week-end à la campagne. Mais la jalousie s'insinua tôt. Sophie apparut en 2017, une connaissance de Julien via un shooting pour la marque. Grande, blonde, avec un rire cristallin qui masquait son ambition, elle flattait l'ego de la famille. « Épouse-la, fiston », ordonna le père lors d'un dîner tendu à Neuilly. Julien résista d'abord, se réfugiant dans les bras de Benjamin. « Je ne peux pas. Toi seul compte. » Pourtant, la pression monta aux santé déclinantes du patriarche, rumeur d'investisseurs homophobes. Le mariage fut scellé en 2018, une cérémonie fastueuse à l'église Saint-Sulpice, où Benjamin, invité comme collaborateur, vomit dans les buissons du square adjacent. Les années suivantes furent un purgatoire. Julien vivait entre deux mondes, le jour, mari modèle avec Sophie lors de galas, la nuit, amant passionné avec Benjamin dans des motels anonymes de la banlieue. C'est temporaire, jurait-il, mais les mensonges s'accumulaient. Benjamin, rongé par l'amertume, commença à boire plus, à fumer en cachette, ses toiles virant au sombre, des nus masculins entrelacés dans des teintes de gris et de bleu nuit. Une dispute éclata en 2020, pendant le confinement. « Tu me traites comme une maîtresse », hurla Benjamin au téléphone, tandis que Julien, isolé dans sa villa de Cannes, pleurait « Je t'aime plus que tout. Attends-moi. » Le cancer révéla la fragilité de leur façade. Diagnostic en mars 2023, Julien s'effondra lors d'une réunion du conseil. Benjamin apprit la nouvelle par un appel paniqué « Viens vite, à l'Hôtel-Dieu ». Les mois de traitement furent un calvaire partagé en secret. Benjamin se déguisait en livreur pour apporter des repas maison, glissait des notes d'amour dans les poches de pyjama. Il parlait de fuite, « Allons à San Francisco, là où l'amour est fier », rêvait Julien, inspiré par les films de Gus Van Sant qu'ils dévoraient ensemble. Mais la réalité les clouait, factures médicales exorbitantes, famille omniprésente. Elisabeth, la sœur aînée, devint l'antagoniste implacable. 45 ans, carrière fulgurante au barreau, elle haïssait Benjamin depuis le premier jour. « Un gamin de province qui profite de mon frère », sifflait-elle lors des visites à l'hôpital. Elle fouillait les comptes, notait chaque virement, compilait un dossier pour « prouver » l'extorsion. Sophie, passive mais calculatrice, feignait l'empathie. « Julien est si fatigué, reposons-le de ses distractions. » La rémission de l'été 2024 offrit un répit illusoire. Julien et Benjamin s'échappèrent en Normandie, dans la maisonnette héritée d'une tante oubliée. Là, sous les falaises de craie, ils renouèrent, baignade nue dans la Manche, dîner aux chandelles avec des huîtres fraîches. Julien rédigea le testament ce mois-là, nommant Benjamin légataire d'un fonds pour artistes queer. « C'est pour nous, pour que notre histoire survive », murmura-t-il, scellant le document d'un baiser salé par la mer. Mais la rechute fut brutale, en septembre.
Julien dépérit rapidement, son corps autrefois athlétique réduit à une silhouette émaciée. Les derniers jours, à l'hospice Curie, furent un adieu fragmenté. Benjamin, banni par Élisabeth, se postait dehors, envoyant des messages « Je t'aime, mon feu ». La nuit fatidique, il força l'entrée, trouva Julien agonisant. « Promets-moi de vivre libre », souffla-t-il avant de s'éteindre. Benjamin hurla en silence, berçant le corps froid jusqu'à l'aube. Les funérailles scellèrent la trahison. La famille transforma l'événement en spectacle, discours larmoyant de Sophie, hommage corporate à la parfumerie. Benjamin, en retrait, fut éjecté par les vigiles sur ordre d'Élisabeth. Pas de scandale. Cette accusation publique, profiteur, le marqua au fer rouge. Seul, il erra jusqu'à l'aube, le poids de l'injustice écrasant son âme. Pourtant, une détermination naquit dans la douleur. Le lendemain, Benjamin appela Marc, l'avocat militant. « Aidez-moi à honorer Julien. » Leur première réunion, dans un bar queer du Marais, posa les bases, collecter les preuves, contacter Antoine. Le combat s'annonçait épique, un drame où l'amour défierait les conventions françaises, teinté d'un romantisme américain, ce rêve de rédemption hollywoodienne que Julien adorait. Les semaines suivantes, Benjamin plongea dans les archives de leur vie. Il relut les lettres, ces missives manuscrites cachées dans des livres de Proust, pleines de passion, ton corps est ma carte du tendre, Benjamin. Il numérisa les photos d'Antoine, Julien riant sur une plage, Benjamin dessinant son portrait au fusain. Chaque artefact était une arme contre le déni familial. Marc, avec son humour caustique, le motivait, en France, on a la Marianne pour la liberté, toi, tu seras notre étendard gay. Mais les ombres s'allongeaient. Élisabeth lança une enquête privée, un détective fouillant l'appartement de Benjamin, volant un journal intime. Sophie, sentant le vent tourner, offrit un pot de vin discret, part à l'étranger, et oublie tout. Benjamin refusa, son refus alimentant sa rage. Une nuit, ivre de vin rouge, il écrivit une lettre ouverte à Libération, mais la déchira, trop tôt, trop vulnérable. Le point de non-retour arriva quand Antoine hésita. Lors d'un dîner improvisé au escargot et confit de canard dans une brasserie de Bastille, l'ami confia ses craintes, la famille menace de me blacklister. Julien ne voudrait pas ça. Benjamin, les larmes aux yeux, plaida, c'est pour lui, pour que son amour ne soit pas effacé. Antoine promit, mais le doute s'installa, comme une fissure dans leur alliance fragile. Au tribunal, les audiences débutèrent sous un ciel de plomb. La salle, imprégnée d'odeurs de vieux bois et de parfums chers, bruissait de murmures. Élisabeth, flanquée de ses avocats en costume sur mesure, dépeignit Benjamin comme un opportuniste, virement bancaire souligné en rouge, voyage facturé comme « cadeaux empoisonnés ». Mon client n'a rien reçu d'illégitime, rétorqua Marc, mais les jurés, un mélange de bourgeois conservateurs, fronçaient les sourcils. Benjamin témoigna le troisième jour, sa voix chevrotant au début. Il raconta leur rencontre, le Marais en effervescence, la Pride 2015 où Julien l'avait embrassé pour la première fois en public, un baiser furtif, vite rompu par la peur. Il évoqua les nuits d'amour, pudiques mais intenses, les projets avortés, un voyage à Fire Island, annulé par la famille. Julien m'a donné son cœur, pas son portefeuille. L'argent n'était que le voile sur notre vérité. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant « L'amour caché du parfumeur mort ». Des soutiens affluèrent, associations queer, artistes du collectif Act Up Paris. Une pétition en ligne recueillit des milliers de signatures, clamant « Justice pour les amours invisibles ». Élisabeth contre-attaqua avec un portrait diffamant, interview dans Paris Match où elle pleurait, la manipulation d'un frère adoré. Le climax émotionnel survint lors de la confrontation avec Sophie. Sur l'estrade, elle sanglota, « Julien et moi étions heureux, cet homme a tout gâché ». Benjamin, autorisé à répondre, sortit le collier, regardez l'inscription. Pour toujours. C'était pour moi, pas pour vous. La salle retint son souffle, un juré essuya une larme. Pourtant, la trahison d'Antoine frappa comme un coup de poignard. La veille du verdict, un appel nocturne, je ne peux pas témoigner. Ils ont promis de détruire ma vie. Benjamin, effondré sur son parquet, hurla dans le vide. Seul contre tous, il affronta le dernier jour, son plaidoyer final un hymne à l'amour humaniste. En France, nous célébrons la liberté, mais pour qui? Pour les amours comme le nôtre, encore marginalisés. Julien mérite d'être remembert, pas enterré avec ses secrets. Le juge, après délibération,
rendit un verdict nuancé, l'héritage principal à la famille, mais l'appartement normand à Benjamin, plus une indemnité symbolique pour préjudices moraux. Élisabeth ragea en privé, mais publiquement, elle se tut, le scandale l'ayant isolée. Sophie disparut dans l'ombre, son mariage blanc exposé au grand jour. Benjamin, victorieux à moitié, rentra chez lui changé. La douleur persistait, mais elle s'était muée en force. Il fonda une fondation au nom de Julien, Essence d'amour, un atelier pour artistes LGBTQ+ en difficulté, financé par les royalties des parfums qu'il avait conçus. Les premiers résidents arrivèrent en mars 2026, un jeune peintre syrien, une drag queen exilée de Pologne. Leurs histoires, tissées autour de feux de camp normands, guérissaient les plaies de Benjamin. Un soir d'été, sur la terrasse de la maisonnette, il alluma une bougie, libérant les cendres d'une lettre non envoyée à Élisabeth. Le pardon n'efface pas la trahison, mais il libère l'âme. Le vent marin emporta les mots, et Benjamin sourit pour la première fois depuis longtemps. L'amour de Julien n'était pas perdu, il vivait en lui, en eux tous, un témoignage humaniste que même Paris, la ville des Lumières, ne pouvait éteindre. Les mois post-procès s'étirèrent comme un automne interminable, où les feuilles des platanes du boulevard Saint-Germain tombaient en tourbillon ocre, miroir de l'âme tourmentée de Benjamin. L'appartement normand, avec ses volets bleus écaillés et son jardinet envahi par les roses sauvages, devint son sanctuaire. Il y déménagea en février 2026, abandonnant le quartier latin pour ce havre iodé, où l'horizon de la Manche murmurait des consolations. Chaque matin, il marchait sur la plage, pieds nus dans le sable froid, ramassant des galets polis par les vagues ou autant de métaphores pour son cœur, érodé mais intact. La fondation, Essence d'amour, prit forme lentement, un phénix naissant des cendres. Benjamin, fort de son indemnité modeste, acheta du matériel, chevalets, toiles, flacons d'huiles essentielles pour des ateliers sensoriels inspirés des parfums de Julien. Le premier appel à candidature attira une quinzaine de réponses, des âmes brisées par l'homophobie familiale, le rejet sociétal, l'exil forcé. Parmi eux, Lucas, un étudiant en beaux-arts de 23 ans, fuyant un père pasteur évangélique à Lyon. « Ton histoire m'a donné du courage », confia-t-il lors de l'entretien, ses yeux noirs emplis d'une vulnérabilité qui rappela à Benjamin sa propre jeunesse. Les ateliers devinrent des cathédrales laïques, où les pinceaux traçaient des corps enlacés sans jugement, où les mots coulaient comme du vin lors des veillées. Benjamin animait les sessions, sa voix autrefois brisée aux gagnants en assurance. L'art est notre revanche, prêchait-il, citant Wilde ou We Are All in the Gutte, but some of us are looking at the star. Les rires fusaient, mêlés à des sanglots, les amours naissaient timidement, comme des bourgeons après l'hiver. Pourtant, les fantômes hantaient encore. Des nuits d'insomnie, Benjamin revivait la trahison d'Antoine. Il l'avait revu une fois, par hasard, à une expo photo au Palais de Tokyo. Antoine, plus maigre, le regard fuyant, balbutia des excuses, j'étais faible. La famille ils ont tout. Benjamin, le cœur serré, le pardonna d'un geste, Julien t'aimait comme un frère. Vis avec ça. Mais intérieurement, la cicatrice saignait, la confiance, ce fil ténu, s'était rompu. Élisabeth, de son côté, ourdissait dans l'ombre. Elle lança une campagne discrète contre la fondation, rumeurs de détournement de fonds auprès des donateurs potentiels, articles anonymes dans des blogs conservateurs dépeignant Benjamin comme un charlatan queer profitant de la mort de son frère. Sophie, divorcée depuis le scandale et remariée à un banquier suisse, ignora les appels à l'aide de Benjamin pour témoigner de la vérité sur leur mariage blanc. C'est du passé, répondit-elle par email, froid comme un contrat. Un conflit nouveau surgit avec l'arrivée de Théo, un résident de 30 ans, sculpteur tatoué originaire de Marseille. Charismatique, avec une barbe poivre et sel et un rire tonitruant, Théo attira Benjamin malgré lui. Leurs conversations, autour de feux de camp sur la plage, glissèrent de l'art à l'intime. Théo, séropositif depuis 10 ans, parlait de résilience, Benjamin, de deuil inachevé. Un soir de juin, sous un ciel crépusculaire, leurs mains se frôlèrent sur une bouteille de pastis. « Tu mérites d'être aimé à nouveau », murmura Théo, et Benjamin, terrifié, recula, « Je porte encore Julien en moi. » Cette peur devint le nouveau drame intérieur. Benjamin consulta une thérapeute à Deauville, une femme aux cheveux courts et à l'accent bordelais, qui disséquait ses blocages, la trahison t'a figé dans le passé. L'amour n'est pas une prison. Les sessions, bercées par le bruit des vagues au loin, déterraient des souvenirs enfouis, la première dispute majeure, en 2017, quand Julien avait annulé un week-end pour un voyage d'affaires avec Sophie. Tu choisis toujours eux, avait crié Benjamin, jetant un vase contre le mur.
Julien, en larmes, l'avait supplié, c'est pour nous protéger. Un jour, je divorcerai. Ce « un jour » ne vint jamais, emporté par la maladie. Benjamin réalisa, lors d'une séance pluvieuse, que son rôle de victime le paralysait. Il écrivit une lettre à Julien, brûlée sur la plage, « Tu m'as appris l'amour, mais pas le lâcher-prise. Pardonne-moi de renaître. » Les mots libérés, un poids s'allégea, il invita Théo à un dîner privé, coquille Saint-Jacques et confession au clair de lune. L'idylle naissante fut testée par une tempête extérieure. Élisabeth attaqua légalement la fondation, arguant que l'appartement normand, légué à Benjamin, ne pouvait servir à des fins commerciales. Le procès, au tribunal de Lisieux, raviva les plaies. Élisabeth, plus ridée mais toujours acérée, témoigna « Mon frère était sous influence, cette chose n'honorait pas sa mémoire. » Benjamin riposta avec les statuts de la fondation, soutenus par des lettres d'anciens résidents, essence d'amour, avait sauvé des vies, offert des espaces de guérison. Marc, l'avocat fidèle, orchestra la défense avec brio, appelant des experts, un psychologue sur le deuil queer, une historienne des mouvements LGBTQ+ en France. Théo surpris en témoignant, Benjamin m'a redonné foi en l'amour. C'est ça, l'héritage de Julien. La salle applaudit, Élisabeth, défaite, retira sa plainte hors cours, un chèque discret pour « frais ». Victoire amère, mais réelle, la fondation s'agrandit, attirant des mécènes parisiens repentis. Au cœur de cet été 2026, Benjamin et Théo scellèrent leur lien lors d'une escapade à Étretat, falaises blanches dressées comme des sentinelles. Ils firent l'amour pour la première fois dans une chambre d'auberge, corps enlacés avec une tendresse nouvelle, sans l'urgence fiévreuse des amours cachés. « Tu es mon présent », souffla Théo, et Benjamin, pour la première fois, crut en l'avenir. Pourtant, le romantisme céda à la kermesse humaine. Lucas, le jeune résident, sombra dans une dépression, rappelant à Benjamin ses propres abysses. Il veilla des nuits entières, écoutant les confessions, rejet familial, premier amour brisé par l'homophobie. Ces veilles forgèrent Benjamin en mentor, un rôle qu'il embrassa avec humilité. La fondation devint un mouvement, avec des antennes à Paris et Lyon, inspirant des articles dans Tétu, de profiteurs à pionniers, l'histoire de Benjamin Lefebvre. Un appel inattendu d'Antoine, en septembre, rouvrit d'anciennes blessures. « Je veux aider. J'ai des photos inédites de Julien et toi. » Benjamin, méfiant, accepta une rencontre à Honfleur, port pittoresque aux maisons à Colombages. Antoine, brisé par la culpabilité, offrit un album, cliché volé de leurs rires, de leurs étreintes fugaces. « J'étais un lâche. Laisse-moi réparer. » Pardon accordé, Antoine rejoignit la fondation comme photographe officiel, capturant les âmes en renaissance. L'automne apporta un pèlerinage, Benjamin, Théo et un groupe de résidents retournèrent à Paris pour une commémoration de Julien au Père-Lachaise. Devant la tombe, fleurie de roses damascènes, ils lurent des poèmes de Rimbaud, queer avant l'heure. Élisabeth n'apparut pas, mais une lettre arriva, j'ai lu tes statuts. Peut-être ai-je jugé trop vite. Pas d'excuse, mais un début humanisme dans la fissure. Avec l'hiver approchant, Benjamin contemple la mer depuis la terrasse, Théo endormi à ses côtés. L'amour, ce fleuve imprévisible, coule à nouveau, teinté de cicatrices mais riche de promesses. Julien veille, invisible, dans chaque parfum créé, chaque toile achevée. La vie, en France profonde, enseigne que la trahison forge les héros, et l'amour, éternel, triomphe en silence. L'hiver 2026 enveloppa la Normandie d'un manteau de givre, transformant la maisonnette en cocon isolé où les feux de cheminée crépitaient comme des confidences. Benjamin, désormais ancré dans ce refuge, voyait la fondation fleurir, 20 résidents, des ateliers hebdomadaires diffusés en ligne, des partenariats avec des galeries parisiennes. Théo, son pilier, apportait une énergie méditerranéenne, sculptant des bustes d'amants mythiques aux Ganymèdes et Zeus qui ornaient le jardin. Leur relation, naissante et fragile, se nourrissait de routines tendres, café au lait partagé au lever du soleil, promenade où Théo racontait ses voyages en Italie, Benjamin ses rêves d'exposition à New York. Mais la guérison n'était pas linéaire. Un matin de décembre, une lettre du notaire parisien raviva le fantôme d'Élisabeth, Julien avait laissé un codicile secret, un legs en action de la marque, bloqué par contestation. Revendiquez-le pour la fondation, conseilla Marc. Benjamin hésita, réclamer plus semblait profaner la mémoire. Théo, pragmatique, insista, c'est pour les autres, pas pour toi. Julien l'aurait voulu. La bataille légale reprit, plus sournoise. Élisabeth,
sentant la menace sur son contrôle de l'empire parfumeur, engagea un cabinet d'attaque réputationnel. Des fuites dans la presse, l'ex-amant profite encore, scandale à la Fondation Queer. Benjamin, interviewé par France Inter, défendit avec ferveur, ce n'est pas du profit, c'est de la justice poétique. Julien voulait que son amour finance la liberté d'autres amours. Les auditeurs appelèrent en masse, soutenant, la ligne s'embrasa de témoignages similaires, un cœur humaniste contre l'hypocrisie bourgeoise. Au sein de la Fondation, des tensions internes émergèrent, miroir des conflits passés. Lucas, le jeune prodige, accusa Benjamin de favoritisme envers Théo, tu nous utilises pour ton thérapie personnelle. Une assemblée houleuse s'ensuivit, autour d'une table chargée de cidre chaud. Benjamin, vulnérable, admis, j'ai mes failles. Mais cet espace est nôtre, pas mien. La réconciliation passa par un rituel, chacun brûla un symbole de trahison ou une photo, une lettre dans le feu du salon, libérant des volutes de fumée comme des prières païennes. Ces crises forgèrent une communauté plus solide. Antoine, rachetant sa dette, organisa une expo itinérante, ombre et lumière, portrait d'amour interdit. Les photos de Julien et Benjamin, floutées pour l'intimité, côtoyaient celles des résidents. L'inauguration à Caen attira la foule, militants, curieux, même un cousin distant de Julien, ému aux larmes. Les ventes financèrent une bourse pour Lucas, qui s'excusa d'un Hugues maladroit, t'es comme un père queer pour moi. Le romantisme avec Théo s'approfondit, teinté de drame. Lors d'un Noël improvisé au dinde rôti, chant de Dalida, Théo confessa son passé, un ex-violent à Marseille, une thérapie inachevée. J'ai peur de t'aimer trop fort, avoua-t-il, et Benjamin, écho de ses propres doutes, répondit, l'amour vrai affronte la peur. Comme Julien m'a appris. Leur nuit fut une célébration sensuelle, corps explorés avec la lenteur d'un tableau de Caravage, sous les flocons qui dansaient dehors. Mais le passé ressurgit violemment. Sophie, rongée par la solitude de son nouveau mariage, contacta Benjamin via un intermédiaire, j'ai des regrets. Rencontrons-nous. La réunion, dans un café discret de Trouville, fut un face-à-face chargé. Sophie, vieillie par l'ennui, pleura, Julien t'aimait vraiment. J'étais la façade, mais toi, le cœur. Élisabeth m'a forcé à mentir. Elle offrit des documents, emails prouvant le chantage familial sur le testament. Benjamin, partagé entre haine et pitié, accepta, pour Julien, utilisons ça. Ces preuves propulsèrent la cause. Au tribunal de Rouen, en janvier 2027, Marc les présenta comme une bombe, preuves irréfutables de manipulation familiale. Élisabeth, prise au piège, craqua sous le feu des questions, son témoignage vacilla, révélant sa propre jalousie, Julien me choisissait lui, pas moi sa sœur. Le juge accorda les actions, valorisées à 500 000 €, à la fondation. Victoire éclatante, saluée par une manif spontanée devant le palais, drapeaux arc-en-ciel, slogan « Amour sans frontières ». Pourtant, le triomphe masqua une trahison plus intime. Théo, stressé par la notoriété naissante, confessa une rechute, une nuit avec un ex lors d'un voyage à Paris. C'était une erreur, la peur de l'engagement, pleura-t-il sur la plage, vague rugissante en fond. Benjamin, dévasté, revécut la double vie de Julien, encore un secret? La dispute fut orageuse, mots comme des lames, tu me vois comme un remplaçant, pas un égal. Théo partit pour Marseille, laissant un vide béant. Seul, Benjamin plongea dans le deuil renouvelé. Il visita la tombe de Julien à Paris, train de nuit hanté par des rêves érotiques mêlés de cauchemars. « Pourquoi m'as-tu laissé avec ces échos » murmura-t-il, posant une fiole de leur parfum sur la pierre. La réponse vint d'un inconnu, un jeune homme, fleuriste local, qui balayait les allées. « Mon oncle était comme vous, veuve d'un amour caché. Courage, l'hiver passe. » Ce conseil devint mantra. Benjamin relança les ateliers avec une intensité nouvelle, invitant des conférenciers, un survivant du sida, une lesbienne politique. La fondation s'internationalisa, lien avec des ONG américaines, ce rêve yankee enfin réalisé. Lucas exposa à New York, ramenant des contacts, Antoine publia un livre photo, best-seller queer. Théo revint en mars, changé, thérapie suivie, lettre d'excuse gravée sur une sculpture. Laisse-moi mériter ton pardon. Benjamin, après une retraite solitaire à Mont-Saint-Michel, accepta, on recommence, sans masque. Leur réconciliation, lors d'un pique-nique printanier, fut un renouveau, baiser sous les cerisiers en fleurs, promesse d'un voyage à San Francisco. Élisabeth, brisée par la défaite,
envoya une invitation, dîner à Neuilly. Benjamin y alla, Théo à ses côtés. La maison familiale, musée de marbre et de cristal, accueillit le couple avec une tension palpable. Élisabeth, vieillie, servit un Bordeaux millésimé, j'ai lu le livre d'Antoine. Julien était heureux avec toi. Accepte mes excuses. Pas de larmes, mais un geste, transfert d'un atelier parfumeur à la fondation. Humanisme tardif, forgé par la perte. Avec le printemps, Benjamin organisa un festival, parfum d'identité, concerts et expos le long de la côte. Des centaines vinrent, dont Sophie, sobre et repentie, offrant un témoignage public. L'événement culmina en un feu d'artifice, symbole arc-en-ciel illuminant le ciel. Théo et Benjamin, enlacés, sentirent Julien dans le vent, un amour qui, trahi mais rédimé, inspirait des générations. La vie, en ses drames et ses tendresses, enseignait que les cœurs brisés se recollent avec de l'or kintsugi émotionnel, plus beau dans leurs fissures. Le festival, parfum d'identité, marqua un tournant, un été 2027 où la Normandie s'habilla de couleurs queer, bannière flottant au vent salin de Deauville à Honfleur. Benjamin, au centre de ce vortex créatif, orchestrait avec une énergie puisée dans les abysses de son deuil. Les stands exhalaient des senteurs personnalisées, vétiver pour la résilience, jasmin pour la passion naissante. Théo sculptait en live, ses ciseaux taillant des formes androgynes dans le bois flotté, Lucas exposait des toiles vibrantes, explosions de bleu et rose évoquant des orgasmes cosmiques. Antoine, objectif en bandoulière, capturait les sens, rire, étreinte, regard qui défiaient les normes. La foule afflua, familles curieuses, militants enfiévrés, touristes américains attirés par l'exotisme français revisité. Un atelier attira l'attention, mémoire olfactive, où participants mélangeaient essences pour honorer un amour perdu. Benjamin guida, sa voix rauque d'émotion, un parfum n'est pas figé, il évolue, comme nous. Une femme, veuve lesbienne de province, pleura en vaporisant son flacon, Montclair vit ici. Ces instants, purs et cathartiques, soignaient les plaies collectives, transformant la fondation en phare humanitaire. Pourtant, sous la liesse, des ombres planaient. Élisabeth, après son geste de donation, sombra dans une dépression silencieuse. Une lettre arriva à la maisonnette, le poids de mes erreurs m'écrase. Julien me manque. Benjamin, touché malgré tout, l'invita au festival. Elle vint incognito, foulard noué, observant de loin. Lors d'un concert de jazz manouche au air langoureux rappelant les nuits de Pigalle, elle s'approcha, merci de ne pas haïr. Leur conversation, fragmentée par la musique, révéla une sœur brisée, jalousie d'enfance, peur de perdre l'héritage émotionnel. Benjamin, en un geste de grâce, l'embrassa sur la joue, rejoins-nous. Julien t'aimait. Ce pardon, inattendu, propulsa Benjamin dans une phase de vulnérabilité. Théo, sentant le vent tourner, proposa, allons à New York, comme il rêvait. Le voyage, financé par les actions, fut un pèlerinage transatlantique. Atterrissage à Juevka, cette skyline qui hurlait la liberté, effaça un instant les chaînes françaises. Ils logèrent à Chelsea, quartier gay iconique, visitant le MoMA où Benjamin admira les Warhol queer. Une nuit au duplex d'Yves, boîte légendaire, ils dansèrent jusqu'à l'aube, corps collés dans une sueur libératrice. Ici, on est visible, murmura Théo, et Benjamin, ivre de gin fizz, répondit, mais à Paris, on est profond. Le climax américain survint au Metropolitan Museum, une expo sur l'art romantique français, avec un portrait de Delacroix évoquant Julien au regard tourmenté, passion interdite. Benjamin, submergé, s'effondra en larmes, Théo le serra, ignorant les touristes. Laisse sortir. C'est la fin du deuil. Cette catharsis, publique et brute, c'est là leur engagement, un anneau simple, acheté chez un joaillier du village, gravé, éternel présent. De retour en France, l'automne apporta un défi majeur, la marque, Essence éternelle, sous contrôle d'Élisabeth, lança une ligne, héritage familial, occultant les contributions de Julien et Benjamin. Scandale, publicité homophobe sous-entendue, flacon aux étiquettes aseptisées. La fondation riposta avec une campagne, parfum vrai, produits éthiques par les résidents, vendus en ligne. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, amour vrai trending, boycott massif. Élisabeth, acculée, proposa une fusion, co-branding queer-friendly. Les négociations, dans les bureaux feutrés du faubourg Saint-Honoré, furent un drame familial recomposé. Élisabeth, flanquée de Sophie revenue comme consultante repentie, affronta Benjamin et Théo. J'ai été aveugle, admit-elle, voix chevrotante.
Intégrez-nous, et honorez Julien ensemble. L'accord scellé d'une poignée de main, la marque René inclusive, avec un pourcentage des ventes à la fondation. Célébration au Ritz, champagne sabré, où Elisabeth dansa même avec Théo, un sourire timide aux lèvres. Intimement, Benjamin affronta son ultime trahison, celle envers lui-même. Une rechute dépressive, déclenchée par un anniversaire de la mort de Julien, le cloua au lit. Théo veilla, lisant des extraits du journal intime, Benjamin et ma lumière dans les ténèbres. La guérison passa par un rituel, voyage à la maison natale de Benjamin en Normandie profonde, un village de pierre où sa mère reposait. Devant la tombe simple, il enterra une mèche de cheveux de Julien, « Maman, il t'aurait aimé. » Théo, témoin muet, c'est là le moment d'un baiser, tu es entier maintenant. La fondation prospéra, antenne à Berlin, partenariat avec Sundance pour des docs sur les amours marginalisés. Lucas, diplômé, parti pour Brooklyn, Antoine exposa à la Biennale de Venise. Sophie, transformée, fonda un refuge pour épouses de mariage blanc. Elisabeth, mentor improbable, enseigna le droit aux résidents, la loi protège, mais l'amour transcende. Un soir de novembre 2027, 2 ans jour pour jour après la mort, Benjamin organisa une veillée privée. Résidents, famille recomposée, autour d'un feu sur la plage. Histoire partagée, rire de Julien, ses blagues nulles sur les parfums, ses peurs, ses triomphes. Théo proposa en mariage, genoux ployés dans le sable, veux-tu construire avec moi? Benjamin, larmes aux yeux, dit oui, sous les étoiles qui scintillaient comme des approvales célestes. Le deuil, ce compagnon fidèle, s'estompa en allié. Benjamin écrivit un mémoire, Parfum trahi, best-seller introspectif, traduit en anglais pour toucher ces âmes américaines que Julien admirait. L'histoire de leur amour, de la trahison à la rédemption, devint légende, un roman vivant, K.C.H. Teen dans ses chutes, romantique dans ses élans, humaniste dans sa leçon finale. L'année 2028 s'ouvrit sur un printemps précoce, où les Normandies bourgeonnaient en explosions roses et vertes, miroir de la renaissance de Benjamin. Le mariage avec Théo, célébré en mai dans le jardinet de la maisonnette, fut un manifeste d'amour assumé, 50 invités résidents rayonnants, Elisabeth en tailleur pastel, Sophie avec un cavalier inattendu, Antoine immortalisant chaque sourire. Pas d'église, mais un cercle druidique improvisé, veut échanger sous un pommier en fleurs, dans la joie et la tourmente, comme les vagues, nous persévérons. Le festin, huîtres et crêpes, s'étira jusqu'à l'aube, danse folle sur des airs de Edith Piaf remixés queer. La lune de miel, un périple en train à travers l'Europe au Paris-Bruxelles-Amsterdam, raviva les passions nomades de Julien. À Amsterdam, canot miroitant, ils visitèrent le Rijksmuseum, admirant les Rembrandts sombres qui évoquaient les secrets enfouis. On est libre, enfin, souffla Théo lors d'une croisière nocturne, et Benjamin, main dans la main, acquiesça, le poids du passé s'était allégé, transmuté en sagesse. De retour, la fondation atteignit son apogée, Essence d'amour, devint réseau international, avec des chapitres à Londres et San Francisco ce clin d'œil américain, réalisé posthume. Benjamin voyagea pour les inaugurations, conférencier charismatique, son accent normand charmant les auditoires. À Frisco, lors d'un TEDx sur Castro Street, il raconta, en France, l'amour gay est une révolution quotidienne. La trahison m'a appris la résilience, l'héritage de Julien, la générosité. Applaudissements tonitruants, invitation à Hollywood pour un biopic, rumeur d'un script par un réalisateur indie, capturant le drame parisien avec un filtre romantique à la Moonlight. Les conflits résiduels s'apaisèrent en harmonies inattendues. Elisabeth, réconciliée, visita souvent, aidant à cataloguer les archives de Julien, lettres, prototypes de parfums, un inédit nommé, âme brisée, relancé en édition limitée pour la cause. Elle confia un jour, lors d'une balade à Étretat, j'étais jalouse de ton lien avec lui. Maintenant, je l'envie cette pureté. Sophie, divorcée à nouveau, s'installa près de Deauville, consultant pour la Fondation sur les droits des conjoints invisibles. Leur trio improbable veuve et sœur forma un conseil informel, riant des ironies du destin autour de thé à la menthe. Théo et Benjamin adoptèrent un chien errant, un bâtard câlin nommé Jules, symbole de loyauté inconditionnelle. Les matins devinrent idylles, café sur la terrasse, Jules à leurs pieds, tandis que Benjamin esquissait des croquis pour une nouvelle ligne de parfum, Renaissance queer, note de lavande et d'océan. Théo sculptait à ses côtés, ses mains fortes modelant l'argile avec une tendresse infinie. Leur intimité, mature et exploratrice, défiait les tabous, nuit de jeux sensuels inspirés des ateliers, où l'art fusionnait au désir. Un dernier climax émotionnel survint en novembre 2028,
lors d'une rétrospective au Louvre, privilège accordé à la Fondation pour son impact culturel. Benjamin présenta « L'héritage olfactif », une installation immersive, visiteur masqué, guidé par des senteurs évoquant les étapes de l'amour aux séductions musquées, trahison amère, rédemption florale. Au centre, une projection, photo d'Antoine, voix off de Julien enregistrée jadis, lisant une lettre d'amour. La foule, émue, pleura, critiques saluèrent, un manifeste humaniste, romantique à la française avec un cœur américain battant. Elisabeth, au premier rang, serra la main de Benjamin, il serait fier. La soirée se prolongea en after au Marais, où anciens et nouveaux se mêlèrent, Lucas, de retour de Brooklyn avec un amant, Antoine, sobre et heureux. Théo porta un toast, à Julien, à tous les amours trahis qui renaissent. Avec l'approche de l'hiver, Benjamin acheva son mémoire, épilogue poignant, accusé de profiter, j'ai hérité de l'essentiel, la capacité d'aimer s'enchaîne. Paris, ma ville cruelle et belle, m'a enseigné que la KCH-tine de la vie culmine en tendresse. Publié en janvier 2029, le livre grimpa aux listes, traduit en 10 langues, inspirant des théâtres off-Broadway. La vie quotidienne, ce tissu humble, devint le vrai triomphe. Benjamin, quinquagénaire en vue, enseignait l'art aux écoles locales, encourageant les gamins queer à rêver grand. Théo exposa à la Biennale, leur maison meublée de trophées modestes. Jules, fidèle ombre, les suivait dans les dunes, où ils marchaient main dans la main, évoquant Julien sans tristesse, un ami spectral, bienveillant. Le dénouement, un soir d'étoiles filantes sur la plage, vit Benjamin et Théo libérés des lanternes, message pour Julien, pour les amours passés. Merci pour la leçon, murmura Benjamin, et le ciel répondit en traînées lumineuses. Pas de fin tragique, mais une humanité rayonnante, l'amour, après la trahison, fleurit en legs éternels, un parfum indélébile dans l'air salin de l'existence. Paris, au loin, scintillait toujours, ville des lumières, des ombres, des cœurs qui, brisés, se recolorent en arc-en-ciel.